Rebonjour. Je me présente tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, Arwa Bendia, franco-tunisienne, née et élevée en Tunisie, puis émigrée en France depuis 2009, naturalisée française en 2013. Je suis autrice de Silence Orange, donc un recueil de poésie paru aux éditions Mindset en mars 2023, et il a été primé cette année lors de la Journée internationale des droits de la femme, donc le 8 mars 2024. Je suis de formation initiale, donc scientifique. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai un doctorat en électronique. Je suis de profession ingénieur brevet, mais donc l'écriture d'une manière générale, en particulier la poésie, c'est mon loisir, c'est ma passion. Donc voilà. Comment est-ce que Silence Orange s'inscrit dans la thématique d'aujourd'hui, celle des libertés? Eh bien, parce que pour moi, Silence Orange a été une écriture libératrice. Ça venait libérer la femme maghrébine que je suis. D'ailleurs, l'image sur l'image de couverture, illustre une femme qui a une posture symbolisant cette libération. Et on voit des oiseaux qui se désagrègent de son corps par derrière. Bien sûr, les oiseaux, c'est l'emblème de la liberté. Alors, en quoi je me libère? Silence Orange, c'est un silence qui vient briser un autre silence qui m'a été imposé en tant que Tunisienne vivant dans une société arabo-musulmane très conservatrice, à l'instar de la société iranienne dont parlait Tara tout à l'heure dans son poème, dans son troisième poème dont j'ai oublié le titre. Donc c'est une société liberticide, notamment vis-à-vis des femmes. Elle interdit aux femmes de parler librement d'amour, de sexualité, d'érotisme, de se rebeller contre les dogmes religieux. Et donc tout ça, j'en parle sans retenue, sans tabou, sans censure. Je me défoule totalement dans Silence Orange. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que mon recueil est une ode à la liberté. Voilà. Et vous pourriez peut-être vous demander pourquoi le qualificatif orange pour le silence. Alors oui, d'abord, c'est un recueil qui est né du silence, donc il fallait que le mot silence figure dans le titre, né d'un silence méditatif et contemplatif, parce que j'ai commencé à écrire les premiers textes lors du confinement. Donc j'étais isolée, confrontée au silence, étant seule, donc j'avais cette occasion de comme disait Paul Valéry, j'espère me rappeler sa citation, il faut entendre, écouter ce bruit qui s'entend lorsque plus rien ne se fait entendre. Ce bruit est immense aux oreilles. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là. Et donc, c'est ce silence-là qui est propice à la méditation, auquel je rends hommage dans l'ouvrage. Le silence figure dans chacun des textes, c'est le leitmotiv du recueil.
Et donc, pour revenir au qualificatif orange, on trouve trois aspects différents. Donc, il y a le premier aspect qui consiste au fait que la couleur orange ou le safran, c'est une couleur sacrée dans l'hindouisme. Donc ça renvoie au silence méditatif dont je viens de parler. Chez les hindous, donc l'orange, la couleur orange vient purifier le corps, libérer des passions. Donc voilà, on retrouve la liberté, encore une fois. Le deuxième aspect, c'est que la couleur orange, dans la théorie des couleurs, symbolise le mouvement, le dynamisme. Donc c'est pas un silence passif qui est par exemple, on pourrait croire complice d'injustice ou autre. Au contraire, c'est un silence qui condamne, qui dénonce, qui se rebelle à travers l'écriture. Et comme disait Marguerite Duras, écrire, c'est hurler en silence. Donc c'est un silence qui crie, c'est un silence actif. Et le troisième aspect, c'est que également dans la théorie des couleurs, l'orange symbolise l'optimisme. Donc, et moi, dans chaque poème, j'essaye, aussi tragique et triste que soit ce poème-là, j'essaye de le terminer sur une note positive. Donc, je crois en l'espoir, en l'homme. Voilà, d'ailleurs, j'aime à dire que Silence orange, c'est aussi un silence prométhéen, en référence à Prométhée, qui, dans la mythologie grecque, a dérobé le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité. Silence orange vient dérober la liberté des hommes qui la détiennent, qui l'accaparent pour l'offrir à la femme. Voilà. Enfin, pour terminer, orange, c'est aussi, on l'obtient par la combinaison du rouge et du jaune. Et donc le rouge, ça symbolise l'érotisme. Donc il y a plein de textes érotiques dans l'ouvrage, puisque ça raconte une histoire d'amour. Ça raconte entre autres une histoire d'amour épistolaire vécue à distance. Il y a le jaune, donc le jaune de la lumière, et le silence, c'est en soi une lumière. Donc l'amour, le rouge de l'amour mêlé au jaune de la lumière donne l'orange de l'ouvrage intitulé Silence orange. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour cette invitation. Petite remarque là pour le nom. Arwa Ben Dihya. Dihya, c'est en berbère, c'est le nom berbère de Kahina. Kahina, c'est Dihya, oui. C'est le nom berbère de Kahina. Kahina, c'est le nom donné, nom péjoratif. Ça vient de Kahana, sorcellerie, pour dévaloriser la valeur de cette femme qui a résisté à la conquête musulmane. Donc ça doit venir de là, et je ne sais pas. Et en arabe, ça veut dire lumière. Ah, Ria, d'accord. Eh bien, c'est toujours positif. Avant
avant de commencer mon propos, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Amar tout à l'heure. Il a dit que c'était le wali de Tizi Ouzou, Sidi Saïd, qui avait interdit la conférence de Mouloud Mamri, qui a été à l'origine des événements de 80 en Kabylie. En fait, nous savons tous que sous un pouvoir militaire, les civils n'ont pas le droit de prendre des décisions. Ils exécutent des ordres. Donc, Sidi Saïd, je ne sais pas pour le défendre, mais il se trouve que je l'ai connu et je mettrai ma main au feu que ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, après, il y a eu des témoignages qui ont démontré que l'ordre venait de la police. Voilà, c'était la police qui avait interdit. Mais comme dans ces pouvoirs-là, les militaires et la police ne se mettent pas en premier. Ils avancent des civils pour payer la note. Et Sidi Saïd, c'est un ancien instituteur. Je me rappelle, il nous avait amenés dans sa voiture pour nous déplacer quand il était à Naba. Dans sa voiture, il n'avait que les cassettes de Slimane Azm, pour vous dire que voilà. Alors pour ma part, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire d'abord que je suis le produit ou le fils de deux guerres. Je suis né pendant la Première Guerre mondiale. La deuxième. Oui. Ah, la deuxième, pardon. Oui. La Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre d'Algérie a effacé mon adolescence. Comment? Parce que j'appartiens justement à cette génération qui n'a pas eu d'adolescence. Je suis passé de l'enfance directement à l'âge adulte. Pourquoi? Comme j'ai vécu une grande partie de la guerre en Algérie, je me rappelle, mon père il était à Alger et ma mère était avec moi en Kabylie et il y avait ma grand-mère, mes deux sœurs et moi on était en zone interdite. C'était ma mère qui devait subvenir à nos besoins. Et déjà à cet âge-là, j'avais pris conscience de ça. Je me rappelle que je rentre à la maison, je demande à ma mère, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle me dit, oui, il y a quelque chose. Et puis je demande, je dis, mais les petites, est-ce qu'elles ont quelque chose à manger? Elle me dit, non, pour elles, c'est facile. Et quand elle me dit ça, évidemment, je suis le garçon, l'aîné, je comprenais tout de suite que pour elle, il n'y avait rien. Et là, je lui disais, bon, tu leur donnes à manger, moi je vais au champ, je vais dans la nature, et je vais m'alimenter avec des herbes. À l'époque, je connaissais toutes les herbes consommables. C'était mes plats de temps en temps.
Bon, je dis ça pourquoi? Pour dire que très tôt, j'ai commencé à prendre conscience des problèmes politiques avec la guerre, bien sûr. Quand on voyait des avions venir bombarder des villages, et même si ces villages ont été évacués auparavant, mais ça reste, ça marque quand même l'esprit d'un enfant. Et alors, parmi ces réfugiés, il y avait des réfugiés qui étaient venus, par exemple, dans notre village. Parmi ces réfugiés, il y avait une femme dont je garde jusqu'à présent la voix extraordinaire. Cette femme chantait des chants de guerre, des chants nationalistes ou patriotiques, comme vous voulez. Et moi, j'étais constamment derrière ses jupons, je la suivais pour écouter. C'était chez elle que j'ai appris les premiers chants patriotiques. Après, j'arrive en 58, on arrive à nous échapper de la zone interdite après avoir fait quelques kilomètres à pied dans les champs la nuit, parce que c'était le couvre-feu et il ne fallait pas que l'armée française nous voie, parce que sinon c'est directement le mitraillage. Donc on a réussi à avoir un rendez-vous avec mon père qui est venu nous chercher en voiture, puis j'arrive à Alger. J'arrive à Alger, mon père avait une petite table de bonneterie-confection dans un marché d'Alger, et parmi les voisins, il y avait un marchand de disques. Alors, il y avait évidemment des chansons en arabe, des chansons en kabyle. C'était un petit peu parce que c'était le marché du quartier populaire d'Alger, le marché de Chartres. Et bon, les chansons arabes, je ne comprenais pas à l'époque l'arabe, mais les chansons kabyles m'ont vraiment déçu. Alors que j'aimais la chanson depuis ma prime enfance, mais là, j'arrive, j'entends des chansons qui étaient commercialisées, évidemment, sur disque, elles m'ont déçu. Pourquoi? Parce que je viens de Kabylie où les gens chantaient les problèmes qu'ils vivaient au quotidien, les problèmes de la guerre. Donc c'était des choses qui nous touchaient directement. Et j'arrive à Alger, j'entends par exemple quelqu'un qui me chante la beauté du Djurdjura. Djurdjura, j'habitais au-dessous, mais je ne pouvais pas voir la beauté du Djurdjura qui était souillée par le sang. Donc je ne pouvais pas accepter cette chanson qui me chantait la beauté du Djurdjura. Non, on me dit ce que ressent le Djurdjura à cette époque-là. Et à partir de là, que j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire, j'écoutais une chanson, la musique me plaisait, mais le texte ne me plaisait pas, et bien j'écrivais moi-même des textes sur ces musiques-là.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Évidemment, tout ça, c'est en lien avec la liberté. Et quand, à un moment, j'ai voulu moi-même chanter, j'ai été dans une émission de chanteurs amateurs qui était en direct. Eh bien, le premier texte que je chante, c'était de parler de la mort. Je m'adressais à la mort en lui disant « Pourquoi tu emportes les meilleurs et que tu nous laisses les tortionnaires, les tueurs, etc. » C'était... donc, c'est ce qui montre quand même le lien étroit qui existe entre la poésie, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, entre la poésie et la liberté. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson que tu as écrite? Oui, je vais en parler. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, bon, après ça, là je parle un peu de de l'école qui m'a formé, de tout ce qui m'a formé pour arriver à la poésie que je fais maintenant, quoi. Alors, c'est ma formation politique. Voilà. Après l'indépendance, je suis resté attaché quand même au problème de la société. Très tôt, je me suis rendu compte des problèmes de la femme. Bon, déjà dans la tradition des histoires de mariage forcé et tout, donc j'ai écrit sur le mariage forcé, mais après, plus j'ai évolué en âge, plus je fréquentais, j'allais vers les milieux culturels, et à l'époque, les années 60 et 70, c'est là que j'ai connu Kamel, par exemple. Il y avait énormément de débats. Par exemple, la Cinémathèque d'Alger, les ciné-clubs, le cinéma Moga, où il y avait des récitals de poésie, des lectures de nouvelles, des conférences, et tout ça toujours avec débat. Moi, je dois ma formation au débat. Parce que, d'ailleurs, pas plus loin qu'avant-hier, une association culturelle de Paris, dans le 20e, ils ont projeté un film et puis ils ont dit on s'en va. J'ai pris le président, j'ai dit non. J'ai dit une association culturelle, c'est avant tout d'ouvrir des débats. Quand quelqu'un vient voir un film et que tu lui dis qu'il y a un débat après, il regarde le film autrement. Il le regarde avec un esprit critique. Et maintenant, ce dont nous avons toujours besoin, c'est ça, c'est de développer notre esprit critique, ne pas se limiter à ce que nous dit Toc Toc, là, Tac Toc, ou je ne sais pas quoi. C'est la pensée limitée, là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai été formé, disons, à la politique. Donc, pour revenir après à cette évolution, bon, quand à un moment, j'ai voulu rentrer à la radio. Parce
que j'écoutais les émissions de radio en kabyle. Je n'étais pas satisfait de ce que j'entendais. Des gens venaient pour raconter des blagues, pour rapporter des discours du pouvoir. Le pouvoir lance l'opération révolution agraire, tout le monde, ça y est, c'est la révolution agraire, les journalistes, les animateurs radio, alors, dans le milieu du journalisme, par exemple, le soir au bar, je discute avec un journaliste qui critique la révolution agraire et dit journal où il fait l'éloge de la révolution agraire. Et tu te demandes, mais c'était la même personne, c'est pas possible. Voilà. Et moi, j'étais excédé par tout ce mensonge. Ces mensonges, je découvrais de plus en plus qu'à l'époque, surtout à l'époque de Boumediene, on avait un discours officiel révolutionnaire, cela. Mais je me suis vite rendu compte, à travers les débats justement, que l'Algérie mettait le clignotant à gauche, mais elle partait complètement à droite. Ben oui, c'était ça le problème dont on subit maintenant les conséquences. Voilà. Et bon, je vais quand même abréger parce que... Non, moi voilà. Avec plaisir. Alors, une anecdote comme ça, en 74, 75, non, 76, il devait y avoir la réunion des non-alignés à Alger. Et le directeur de la chaîne où j'étais, il me demande, parce que entre-temps j'avais commis quelques textes qui étaient devenus connus, comme Baba Iloua, par exemple. Et alors là, il profite, il me dit, ah, pourquoi tu ne nous écris pas une chanson sur les non-alignés? Il pensait que j'allais tout de suite dire, ah oui, les non-alignés se réunissent pour nous libérer de la misère, etc. Alors que pour moi, je les percevais comme une réunion de syndicats des hommes politiques, des dirigeants politiques. Et c'est pour se protéger entre eux, c'est tout. Donc, il m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai écrit un texte sur ça, qui a été chanté par Idir. C'est Mkoulak Doud Yahdaj Dilli. Mkoulak Doud Yahdaj Dilli, Mkoulak Dilli Yahdaj al-Harma. Tout peuple a besoin de liberté. Mkoulak Dilli Yahdaj al-Harma. Toute liberté a besoin de respect. Mkoul Harma Yahdaj Tadouklin. Et tout respect a besoin d'union. Et chaque union a besoin d'entente. Voilà. Après, bon, les couplets, je ne sais pas s'il faut les traduire. Alors je dis dans le premier couplet, en fait, j'ai fait une chanson, mais c'était une lettre que j'ai adressée à ces gens-là. Mais une lettre au nom du peuple qu'ils dirigent. Alors je lui rappelle, j'ai dit, ceci est l'appel du peuple. Et Nanda Tomori qui se demande où est sa part. Avec la mémoire de l'âge,
ça se perd. Enfin, en tout cas, tout le texte, c'était une lettre à ces gens pour leur rappeler les droits de ces peuples qu'ils oppriment. Voilà. Toujours lié à la liberté, lorsque il y a eu j'ai lu une fois comme ça un petit article dans Jeune Afrique, une douzaine de lignes, qui a rapporté l'assassinat de Victor Jara, le chanteur et dramaturge chilien, assassiné lors du coup d'État de Pinochet. Il était au stade parmi les gens qu'ils avaient ramenés au stade et ils l'ont assassiné d'une manière vraiment odieuse. Alors, j'ai lu cet article, ça m'a bouleversé. Et entre-temps, Idir m'avait donné une musique, m'a dit voilà, c'est pour me faire un texte sur les vieilles, ce qu'elles souffrent, etc. Bon, c'était un peu dans l'esprit de Réveil Nova. Mais quand j'ai écouté la musique 2-3 fois, elle m'a tout de suite emmené vers Victor Jara. Et j'ai écrit des hommages, où je dis que les gens qui disent, enfin les poètes qui disent la vérité, à travers le monde sont toujours poursuivis, pourchassés, opprimés, etc. Donc, sans citer Victor Jara, mais je généralise son exemple à travers le monde. Et enfin, en dernier, d'ailleurs c'était la dernière émission que j'avais fait à la radio, parce que il se trouve que j'ai commencé à travailler à la radio en 1969 et on m'a viré de façon définitive en 1983. Et pendant toute cette période, chaque fois on me donnait une émission, mais l'émission n'a jamais duré une année. Chaque fois on me trouvait un prétexte pour m'enlever l'émission et on me donnait une note dans l'espoir de me voir revenir sur la voie juste des dirigeants. Mais bon, moi c'est amoureux de la liberté que j'étais et que je suis toujours. Je ne pouvais pas rentrer dans cette voie. Donc on me changeait chaque fois d'émission. Et dans cette dernière, j'avais choisi de traduire des poèmes du monde entier. Alors je traduisais des poèmes, je faisais un montage, je faisais cette émission. Et j'avais plusieurs objectifs dans cette émission. D'abord, de montrer à l'auditoire kabyle que la poésie, ce n'est pas seulement la rime. Parce que chez nous, dans la poésie traditionnelle, on a tendance à confondre, à croire que la poésie, c'est avant tout la rime. Donc j'expliquais que c'était plutôt l'enrichissement du mot, de donner plusieurs dimensions, voilà. Deuxièmement, comme les poètes du monde entier, nous souffrons de ce même besoin de liberté, donc je profitais pour dire des choses que je pensais de l'Algérie,
de les faire dire à des poètes universels. C'est Pablo Neruda, c'est Chicaya Otonsi, c'est Paul Éluard, c'est Mayakovsky et tout ça. Donc, tout ce qui chantait la liberté, je le prenais et quand on me dit « Ah, mais pourquoi tu as dit ça ?» Je dis « Non, mais c'est pas moi qui ai dit, c'est Mayakovsky. » Je ne suis pas coupable. Donc, pour la censure, c'était un très bon moyen de se défendre. Voilà, bon, je m'excuse, j'ai été un peu long. Voilà, je passe la parole à notre ami. Non, du coup, c'est fatigant, hein? Parce qu'il y a, tu vois, il y a le chuchote, et du coup, on a vraiment des soucis de comprendre avec ça, hein? Avec le micro, avec la voix, ça fait voilà. Ben, moi, je prends d'où, alors je ne sais pas, il faut que je continue avec tout ce que tu as dit, je prends peut-être de la fin, c'est pour ça que je te parlais, si éventuellement tu peux nous dire une chanson, ou les mots des chansons, parce que moi, je suis arrivé à l'écriture en prison politique. Voilà. Je suis né d'une famille modeste, et à l'époque, je ne savais ni lire ni écrire. Donc, quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, finalement, il commence à travailler. Et je me souviens que mon père, à l'époque, j'avais 10 ans, il me dit « Si tu ne ramènes pas 10 centimes à la maison, ne reviens pas. » J'ai commencé ma vie à peu près comme ça. Et donc, je suis allé, donc je partais dans les marchés, dans le souk, j'ai aidé des vieilles dames, etc., pour justement que je puisse rentrer à la maison. Le temps passe, j'ai fait d'autres métiers, plusieurs métiers, en tant que petit. Et après, à 16 ans, 17 ans, je m'engage dans l'armée irakienne, parce que c'est le seul issue pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ni diplôme, ni études. J'ai étudié peut-être 1 an dans une école de soir, où c'était une école de pauvres. On apprenait juste lire et écrire. Tu travailles toute la journée et à la fin tu viens le soir à 19h, tu apprends l'alphabet, etc. Et je me souviens qu'on avait un professeur, il sait tout faire lui. Il est boxeur d'abord, avant qu'il soit boxeur. Il est un Bagdadien boxeur, et son père est boucher, et il se bagarre tout le temps. Donc c'est notre professeur, il prend la calligraphie, la langue arabe littéraire, le Coran, enfin tout. Et je me souviens qu'on avait des soucis avec ces messieurs, parce que nous, on était quoi dans la classe, je me suis trouvé avec beaucoup d'adultes. Moi, j'étais jeune, hein, on était 2 ou 3 garçons, et finalement, chez nous, on appelle amou. Amou, ça veut dire oncle, et ces amous, ils sont insupportables. Tout ce que je me souviens d'eux, c'est de salopards. Et donc, les hameaux, finalement, dans la classe, et quand ils ont soif, devant le professeur, le boxeur, il dit « Hé, Salah, va me chercher un verre d'eau. Toi, normalement, tu es à l'école, tu dois prendre comme eux. » Donc, c'est les hameaux. Hein, c'est une vraie catastrophe. Le temps passe, et finalement, je m'engage dans l'armée, je connaissais à peine l'alphabet arabe. Et je me suis engagé à devenir commando parachutiste. Saddam Hussein, à l'époque, je parle de Saddam, était vice-président. Il n'était pas encore dictateur. Et on avait un général qui gérait l'armée irakienne. Et moi, Ahmed Hassan Bakr, c'est lui le baathiste. Hein. C'est le parti Baas qui ont partagé la Syrie et l'Irak. C'est une partie nationaliste, comme toutes les partis nationalistes qui existent. Et finalement, dans l'armée, donc je suis devenu commando parachutiste, sauf que je n'ai pas adhéré au parti Baas. Le parti Baas, c'était, il gouverne. Il gouverne tout le pays, qui est dans l'armée, donc tout soldat, il doit devenir baasiste, pour que je défende la nation. Et donc moi, j'ai refusé. Et celui qui refuse d'adhérer au parti Baas, on l'envoie dans le nord de l'Irak, où il y a les Kurdes, le Kurdistan.
C'est là où il y a la guerre. Donc tu es condamné finalement, pas tué par les parties basses, mais tu peux être tué par les Peshmerga qui étaient eux, ils cherchent une nation, et la nation kurde. Un peu comme les Berbères et les Calvis en Algérie. Et donc je me suis trouvé commando parachutiste, mais dans le nord de l'Irak, je dois faire la guerre contre les Kurdes. Et un jour, vous voyez, c'est le côté, l'imprévu, dans les camps militaires où il n'y avait personne, hein. Les camps militaires c'était des tentes, on commence à faire le soir comme ça, et j'ai un ami soldat comme moi, il me dit t'entends le bruit là, il y a des enfants qui pleurent. J'entends, je dis oui, c'est des enfants dans les camps militaires. Hein. J'ai dit mais c'est quoi ces enfants? Pourquoi dans les camps militaires en Kurdistan, il y a des enfants qui pleurent? Il me dit, c'est des enfants kurdes, des bergers. On les ramasse comme ça, on les amène, on les torture à la recherche de leurs parents. Les Peshmerga, ça veut dire que c'est des révolutionnaires. C'est des gens qui militent contre le pouvoir central à Bagdad. Ben, j'ai dit, si c'est comme ça, on va libérer ces enfants. J'ai dit ça parce que quand j'étais jeune, à Bagdad, aux pieds nus, avec le djellaba, j'ai connu une famille kurde. Et c'était une grand-mère kurde que moi, j'ai tout le temps fourré chez eux. Elle me donne beaucoup de pastèques avec du fromage salé. Et j'ai adoré ça. Et c'était comme ça, finalement, les Kurdes, pour moi, c'est quelque chose de familial. On ne torture pas les Kurdes. D'où je demande aux Algériens d'être solidaires avec les Berbères, s'ils sont pour la liberté, comme je demande, même en Israël aujourd'hui, je demande aux Juifs de se révolter contre Netanyahou. Et que justement, nous, se révolter contre le dictateur, Netanyahou, c'est quoi? Cette manière de massacrer, je demande aux gens de participer et de sauver les Palestiniens, finalement. C'est dans le même sens que je dis, à ce moment-là, j'ai dit, il faut libérer les enfants kurdes. Donc je prends l'engagement à être fusillé ou mourir. Ben oui, mais tant pis. C'était contre l'insupportable. Quand l'être humain, il voit des choses insupportables, il réagit. Ben on réagit contre l'insupportable. Pas forcément que tu as les Marx et Lénine pour être révolutionnaire. Hein? C'est pas ça, ni Che Guevara. Tu peux être Che Guevara tout seul dans le désert, hein? Tout seul. Hein? Donc on était tout seul finalement dans les steppes d'être révolutionnaire. Et c'est comme ça que j'ai libéré avec d'autres camarades les enfants kurdes. Et c'était comme ça, quelques temps plus tard, les services de renseignement, ils ont découvert qui était justement, il y a un sens de tout ça, vous allez voir, qui était, donc ils sont venus nous prendre, nous amener torturer, etc. Et je suis disparu pendant 8 mois pratiquement. Personne ne savait où j'étais. Ils ont découvert que finalement, j'étais pas dans un parti politique, j'étais pas marxiste-léniniste à l'époque, donc j'étais pas un révolutionnaire finalement, c'était juste une manière de sauver des enfants qui ont le torture. Sauf en prison politique, là où on est torturé, tous les soirs, parce que moi j'avais peur, d'un moment ou d'un autre je peux être fusillé. Parce qu'on te dit, on va te fusiller. On te bombe les yeux, on t'amène quelque part, on tire autour de ta tête. On te dit, ça y est, tu vas mourir salopard ce soir, voilà, tu vas payer. Et finalement, j'ai vécu pendant 2 semaines comme ça. Mais ce qui est intéressant dans ces prisons, il y avait quelqu'un qui est un prisonnier avec nous, et celui-là, une particularité, tous les soirs, il murmurait des textes. Dans l'obscurité, pendant qu'on chie sur soi. Lui, il disait des choses. Et moi, vu que je suis ignorant, je n'avais pas de culture, je pensais que c'est quelque chose, une parole de prophète peut-être. Quelqu'un qui va être fusillé aussi comme moi. Donc il peut être une parole de sagesse, quelque chose qui a un sens. Un jour, je me suis dit, bon, il faut que je lui demande celui-là, c'est quoi, ce qu'il écrit, pourquoi il parle en tout cas. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu chuchotes tous les soirs? Et il me dit, mais tu ne sais pas. Parce que oui, il pense qu'être prisonnier politique, il faut être menaçant pour le pouvoir. Tu as une culture énorme. Moi, je n'avais rien. Et il me dit, tu ne savais pas? Je lui dis non. Il me dit, c'est des poètes. C'est le
première fois dans ma vie, j'avais presque 19 ans, 20 ans, j'entends le mot poème. Je ne savais pas. Et je lui dis, c'est quoi un poème? Est-ce que moi, je peux faire des poèmes comme toi? Ah, la question se pose. Hein? Toi, c'est beau ça, ça me soulage la nuit. J'avais peur, moi, j'étais jeune. Je peux être fusillé, j'entends, et c'est beau. Donc je dis, est-ce que je peux faire comme toi? Il m'a dit, toute personne qui a des sentiments, il peut écrire des poèmes. Première leçon, hein? Formidable. Le temps passe, on sort de ce calvaire de torture, et je me trouvais dans une prison numéro 1, dans un camp militaire qui s'appelle Al-Rachid, à Bagdad, et j'écris, oui, je suis trop bénin, j'écris mon poème. Il a dit que toute personne qui a des sentiments, mais moi j'en ai plein de sentiments, je dis, franchement, j'ai tellement de trucs malheureux dans ma vie, je peux écrire. Donc je suis allé écrire un poème, long poème. Quelques temps plus tard, je vais vers lui, je lui tends mon poème. Ben, voilà. C'est le preuve, hein. Je lui donne, je lui dis, voilà mon poème. Alors lui, il lit, il le déchire. Il me dit, tu es fou, n'écris jamais ce genre de choses. Ben, je lui dis, tu m'as dit des sentiments, mes sentiments, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un problème. Il me dit, non, on n'écrit pas comme ça, les sentiments. Va savoir s'il m'a sauvé, parce qu'elle a vu que j'ai dit des conneries, quelque chose contre le pouvoir, ou j'en sais rien, quelque chose qui a un sens pour moi. Les sentiments étaient contre l'oppresseur, contre celui qui m'a torturé, parce qu'on était torturé en prison. Mais j'ai appris quelque chose tout de même, c'est qu'on peut avoir des sentiments pour écrire des poèmes, mais l'écriture est une responsabilité. Responsabilité morale, d'abord. Hein? C'est-à-dire que tu ne triches pas. Tu ne vas pas baratiner avec la poésie. Hein? La poésie, c'est quelque chose qui a un sens philosophique et moral dans la vie. Et tu ne veux pas dire n'importe quoi. Parce que justement, c'est une responsabilité. Et si ce n'est pas terrible, on le déchire. On s'en fiche. Ça, c'est quelque chose qui est resté réellement dans ma vie. Que la littérature a un sens et de l'écrire. Donc, je sors de prison, comme ça, après, libéré. Je me suis trouvé à Bagdad. Et dans le café de Bagdad, on disait quand on lance un sandal dans l'air, elle tombera toujours sur la tête d'un poète. Donc, Bagdad, c'est une ville qui produisait depuis des siècles, enfin des siècles, en tout cas plusieurs années, de poètes, finalement. Et je me suis trouvé dans le café où j'ai appris un peu lire et écrire par les généraux dans la prison, parce qu'ils m'ont aidé à écrire, etc. Et je suis tombé sur un livre d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe. C'est pas l'étranger. Et ça, le mythe de Sisyphe, qui a réellement bouleversé ma vie. C'est-à-dire qu'à Bagdad, j'étais sur une liste noire, parce que je sortais de prison quand même. Et ils ont dit qu'il faut que tu quittes l'Irak. Et moi, j'avais que Camus que j'ai lisé dans le café. J'ai dit, bon, je vais au pays de Camus. En arabe? Oui, en arabe. Tout c'est en arabe, parce que je ne parlais pas. Non, mais je ne savais pas qu'il était traduit en arabe. Camus traduit en 50 de langues, parmi les langues arabes. Toute l'œuvre de Camus était traduite en arabe. Et donc, je dis, je vais en France. Et c'est comme ça, finalement, au fur et à mesure, que je suis venu en France, en 1975. Et depuis toutes ces années, je suis ici. Ça fait presque 50 ans. Ça m'est venu à la tête l'idée d'un scénario, d'un film ou d'une bande dessinée. Ou Oui, c'est une... Votre vie est un... Non, ce qui est intéressant, c'est quand je disais toujours que réellement comment dirais-je, ce qui m'a sauvé réellement en tant qu'une personne d'une famille pauvre, et qui n'avait pas de culture, parce qu'il y avait mon père qui est pris, ma mère est pris, tout le monde est pris, mais sauf qu'il y a une violence dans la famille, parce qu'on est dans une grande famille, on est tous tassés dans une pièce, la misère réellement. Hein. Et du coup, quand tu fais la politique comme si c'est normal, tu fais de la politique depuis qu'on est petit, depuis qu'il n'y a pas de pain, depuis que ton père te dit si tu n'amènes pas des centimes à la maison, ne rentre pas.
C'est une violence terrible. Est-ce que quelqu'un peut dire à son enfant comme ça? C'est comme ça que tu te construis. Et donc c'est comme ça que finalement, avec le temps. Donc je vais vous lire peut-être 3 poèmes ou 4, pour finir. Voilà. D'accord? Et après on verra comment ça se passe. Là c'est de... Voilà, écoutez. Ok. Au-dessus de ma table cette nuit, il y avait un désert, mais à l'aurore a jailli les cris de la lampe. Je pense à toi comme un arc que les larmes n'ont pas suffi à attendrir. Je t'écris de ma steppe, de cette page à l'infini, de ma planète de poussière. Et je dis à chaque arrivée devant moi le dehors, impitoyable cage d'avenir. Une vie n'est pas soumise de même qu'un rêve sur mesure, en route pour l'hiver et sans origine. Va-t-elle se reconnaître dans cette absence? La page est déjà dans le froid. La sève du vent, la sève et le mot envahissent le jour, comme l'usure de l'horloge. Ce rêve à retardement en longue errance avant de s'échapper de l'abîme, comme incertitude d'un ultime retour, café tiède, moulin à vent, joué pour des soldats vaincus et une fillette qui joue vers je ne sais quoi, dans une chute de lumière, tranchée par un troupeau. Derrière, le chien s'éloigne en tirant son destin, alors que personne ne l'attend, excepté ce soupir, noyé par l'horizon. Derrière les chiens, c'est moi. À chaque fois que je pense à toi, je tente un cri, un peu plus haut que ma vie. Puis reviennent les jours d'hiver, et ce palmier qui meurt en silence, au bord de ma page. مثل سماء تأتينا وتستلقينا فوق التراب، مثل غيمة حقت بقربي، لم تطرقي بابي، ولم تتنسمي على نافذتي، ولكنك تحولت إلى جذور، والآن أنت في الروح، وأنا أضعت البداية. Comme un ciel te t'approche, tu te couches sur le sable, tu n'as pas frappé à ma porte, tu n'as pas humé l'air de ma fenêtre, et alors tu devenais racine dans mon âme. J'ai perdu le commencement. Alors qu'à chaque instant de ma chute, je m'oblige à supprimer l'appel du gouffre, je me heurte à cette épaisseur orageuse de l'esprit qui m'observe encore de la distance d'un mirage. Marais de songes cachés derrière les collines lointaines, d'une enfance au bout de bras, d'un rivage somnolent, paroles d'exil, réfractées, mâchées, et qui décline à présent entre les mots, comme une interminable nausée, soupçon de lumière qui creuse une vague sans vêtements. تركت الظلال إلى أصحاب الظلال وهواء البساتين البعيدة، ذاك الذي ما زال يحوم مثل أسراب فراشات لا تعرف التحليق. ثمة من يدور في غرفتي أنا وأنت والوطن وخيول الأجداد الثقيلة الحرق. J'ai abandonné les ombres à leurs propriétaires, et l'air de clous lointain, cet air qui rôde toujours comme une nuée de papillons maladroits amassés dans ma chambre, ainsi que toi, moi, la patrie et l'inertie des chevaux de nos aïeux. Le voilier de l'enfance est resté dans la guerre, et le matin éternellement assis sur les rivages de sa nuit. Ma nuit de sable sur une table de verre. J'ai sur moi l'odeur de l'exil, ma demeure d'argile bien là, sans jardin, sans forêt ni palmier. Mon ciel est un fleuve inversé, et mon mot navigue au-dessus d'un pays lointain, où les hommes cherchent la direction du jour. Je courais pendant toutes ces nuits, jusqu'à museler les sentiments et presser le nuage. Cela apaisa mon esprit. Ma vie brillante, livrée aux vagues sans retour. Encore, et ta vie et toi, de quoi rêvait-elle? On se balance dans ma gorge comme une chemise épinglée par les manches. Oui, je déteste les cris du soleil dans l'assiette vide, ainsi que l'ombre qui veille sur l'arbre mort. بعد الظهر ذهبنا دون سبب
لرؤية الشمس وهي تتوارى وراء البحر. مع المودعين افترشنا الأدراج الحجرية، طفلة هنا أنا بمحاذاتها والأخرى هناك تتساءل أين ذهب القريبون. حتى الكلاب أخذت مكانها مع البشر، فتحركت الرمال لتمطر بقايا الريح لأرى الأهل وهم يتراكضون تحت القصف هنا. تذكرت الأمس ومن جديد فكرت بك يا حبيبتي. L'après-midi, on est parti sans raison, voir le soleil disparaître derrière la mer. On s'est installé sur un escalier en pierre. Un enfant ici, moi à ce côté, et l'autre plus loin, nous demandant où était passé le nôtre. Les chiens, eux aussi, avaient regagné leur place, et le sable nous dérobait ce qu'il restait devant. Alors, je revis mes parents qui couraient là-bas. Sous les bombes, je me suis souvenu d'hier, et j'ai encore pensé à toi, mon amour. Moi, j'aimerais bien aussi vous lire deux poèmes sur la thématique de la liberté, extrait de mon ouvrage. Mais d'abord, j'aimerais rebondir sur la remarque de mon voisin par rapport à la poésie qui ne consiste pas à faire des rimes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Les rimes, c'est un accessoire, c'est ce qui fait chanter le texte. La poésie, comme vous disiez bien, c'est l'enrichissement des mots, leur donner plusieurs dimensions. Tout à fait. Et moi, je rajouterais que la quintessence de la poésie, ça réside dans les métaphores, dans les images. Donc, je dirais, écrire de la poésie, c'est comme peindre avec les mots. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une formule, parce que c'est un débat. Moi, je ne suis pas pour les formules de la poésie. Je trouve que réellement, le poète écrive, qu'il n'y a pas une base, ou il y a une idéologie, ou il y a une forme de faire. Tous les gens qui font des théories autour de la poésie, c'est catastrophique pour moi. Parce que la rectification. Tout ça, c'est les seules choses qui sont valables, c'est d'entendre les poèmes. Les seules choses valables, hein? On entend le poème. On n'attend pas les théories autour des poèmes. Parce que plus que les théories s'élargissent, plus on perd le sens de la poésie. La poésie, peut-être, n'a pas besoin de théories, ou c'est des choses universitaires. Si quelqu'un veut faire une thèse à l'université pour la poésie, qui écrit comment, pour les voir, Rimbaud, Baudelaire, Chateaubriand, n'importe qui. Ça, c'est des thèses littéraires qui a besoin d'universitaires ou des étudiants pour apprendre, comprendre. Mais les poètes, à mon avis, ils perdent beaucoup de temps à donner des théories à sa propre poésie. Ça, c'est mon sens à moi. Hein. Oui. Moi, je ne le fais pas. Parce que les théories, pour moi, elles tuent la poésie. C'est-à-dire, là, on entend des poèmes. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter, entendre de la poésie et de ne pas avoir de la littérature ou des choses de théoriques autour des poèmes, comment on écrit les poèmes, comment on le fait par là, où elles sont par là, etc. Même la mise en forme, on s'en fiche finalement. Oui. C'est les poèmes valables. Quand on voit une personne, c'est lui qui est valable, ce qu'elle te dit. Oui. C'est pas sa mémoire. Et non plus les glaces, les miroirs. C'est ça. Donc, franchement, moi, j'aimerais bien entendre la poésie, quoi. Oui. Finalement, il suffit que ce soit beau, que ça émeuve. Non, un poème, c'est la poésie. Parce que les gens, ils sont intelligents. Ils peuvent juger. Tous les gens, ils sont aujourd'hui, ils ont des reculs. On le sait, on a des reculs. On a vu tellement de livres, on a fait tellement de choses. Donc, on s'en fiche finalement de la théorie. On écoute tellement à l'université, on a passé notre temps dans l'université, on est baratine, on a des choses, ceci, cela, etc. Et finalement, le reste, c'est des poèmes. Alors, on écoute les poèmes.